Et nous vous donnons maintenant la parole. Merci beaucoup. Mes amis, parmi vous, je suis un des rares, sinon le seul, avec Joseph Weissmann, à avoir été confronté directement avec la Gestapo. Il y a 81 ans, j'étais un enfant de 8 ans, ne sachant même pas ce que c'était d'être juif, mais sachant que je l'étais et sachant que je risquais de mourir parce que j'étais juif. Nous étions à Nice, où il y avait déjà eu une grande rafle, celle de 10 000 juifs étrangers vivant dans la zone libre. La zone où le gouvernement de Vichy était souverain. Ces 10 000 juifs ont été arrêtés et livrés par la police française aux Allemands en zone occupée, et ils ont été immédiatement déportés vers les chambres à gaz d'Auschwitz. Les seuls juifs au monde à arriver à Auschwitz en provenance d'un territoire, la zone libre, où il n'y avait pas d'Allemands. Après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, le 11 novembre 1942, les Allemands ont envahi la zone libre et ont confié aux Italiens une zone d'occupation couvrant les 8 départements du sud-est dans la Côte d'Azur, où vivaient plus de 20 000 juifs. Les Allemands voulaient ces juifs pour les déporter et les exterminer, et le gouvernement collaborateur français à Vichy était prêt à les arrêter et à les livrer aux Allemands. Quant à Mussolini, le dictateur italien, lui aussi voulait se débarrasser de ces juifs que les Allemands ne cessaient de lui réclamer. Mais les militaires et les diplomates italiens, s'ils étaient fascistes, étaient aussi catholiques et humains envers les juifs. Ils ont décidé de protéger les juifs de leur zone d'occupation et d'ailleurs aussi ceux de leur zone d'occupation en Yougoslavie et en Grèce. Et ils ont refusé en France de livrer un seul juif. Et quand Mussolini a décidé quand même de livrer ces juifs à la police de Vichy en mars 1943, son ministre des Affaires étrangères, Bastianini, et le commandant en chef de l'armée, Ambrosio, s'y opposèrent. Ils lui ont présenté des rapports sur les massacres de juifs commis par les Allemands en Russie et lui ont remis ces quelques lignes. Aucun pays, même pas l'Allemagne alliée, ne pouvait prétendre associer l'Italie, berceau de la chrétienté et du droit, à ces forfaits pour lesquels le peuple italien devrait peut-être rendre compte un jour. C'est ainsi que les Juifs, dans cette zone italienne d'occupation en France, ont pu vivre 10 mois dans une sorte d'oasis exceptionnelle dans une Europe dominée par le Troisième Reich. Mais le 8 septembre 1943, l'Italie a signé un armistice avec les Alliés qui avaient débarqué en Sicile. Et le jour même, le 8 septembre, l'armée allemande est entrée à Nice avec les SS et la Gestapo. Et des rafles ont commencé, menées par la seule police allemande. Ce furent des rafles impitoyables, les plus dures de l'Europe occidentale. Le 30 septembre, à minuit, ce fut le tour de notre pâté d'immeubles d'être cerné par l'armée et les policiers allemands qui inspectaient chaque appartement et contrôlaient les identités.
Quelques jours auparavant, mon père nous avait dit, à ma mère, à ma sœur et à moi, « Si nous sommes pris, moi je survivrai parce que je suis fort, mais vous, vous ne survivrez pas. » Et à la hâte, il avait confectionné un double fond dans un profond placard. Mon père est resté dans l'appartement. Nous sommes entrés dans la cachette. Les policiers sont entrés chez nos voisins, juifs également, dont les enfants étaient nos amis. Ils ont battu les enfants dont nous entendions les cris pour faire avouer aux parents où se cachait le fils aîné. Mon père a ouvert la porte aux SS quand ils ont frappé et nous avons entendu « Où sont votre femme et vos enfants ?» Mon père leur a répondu « L'appartement a été désinfecté et ils sont à la campagne. » Et comme mon père était très grand et costaud, ils n'ont pas insisté, mais ils ont fouillé. Nous avons entendu l'un d'entre eux entrer dans le placard. Il a rabattu les vêtements sur les tringles, mais il n'a pas vu que derrière, ce n'était pas le mur, c'était une fausse cloison en contreplaqué. Après la déportation de mon père, nous avons été traqués pendant des mois à Nice. Ma sœur et moi, nous marchions sur un trottoir, notre mère sur le trottoir d'en face. Dans le tram, elle était à l'arrière, nous à l'avant. Pour éviter la rue et les rafles, on se réfugiait de longues heures dans la cathédrale de Nice ou au cinéma. On changeait d'hôtel ou de meublé presque chaque nuit. Au bout d'un mois, nous sommes rentrés dans notre appartement et ma mère nous a dit « Si les Allemands reviennent, vous irez dans la cachette et moi j'ouvrirai la porte. » Au bout de 4 mois, nous avons réussi à quitter Nice pour un village d'un département moins dangereux, la Haute-Loire. J'étais élève des frères des écoles chrétiennes à Saint-Julien-Chapteuil, un bourg de la Haute-Loire. Nous passions pour être orthodoxes. J'allais à l'église, je priais Dieu pour le retour de mon père. La libération est arrivée, mon père n'est pas revenu, j'ai interrompu mon dialogue avec Dieu. Juif non pratiquant, j'ai fait ma scolarité secondaire à l'école républicaine où mon instruction a été très classique. Beaucoup de latin et de grec avec des professeurs d'avant-guerre qui ne parlaient jamais de la guerre. Mes héros n'étaient pas à Jérusalem, ils étaient à Rome et à Athènes. Je n'étais pas un juif traditionnel, mais j'étais quand même un juif de la Shoah et je n'oubliais pas mon père. Et comment il s'était sacrifié pour nous. Nous étions repartis en Roumanie peu après la guerre, mais au bout de quelques mois, nous avions pris la fuite car les soviétiques et les communistes roumains y avaient pris le pouvoir. Nous étions juifs et bourgeois, donc des cibles. Ma mère avait dit, après la Gestapo, la GPU, non. Il y a plus de 60 ans, je me suis marié avec la femme que j'aimais et qui était allemande et non juive. Mais le lien que j'avais gardé avec mon père a fait que je suis devenu ce que je suis. En 1965, Béate et moi allions avoir un enfant et j'ai ressenti encore plus l'absence de mon père. Historien de formation, j'ai décidé de reconstituer ses ultimes étapes et d'aller à Auschwitz à une époque
celle de la guerre froide, où personne de l'Ouest ne s'y rendait. Quand je me suis retrouvé à Auschwitz, à Birkenau, le camp des Juifs, j'étais tout seul dans le camp, et c'est alors que j'ai soudainement et profondément ressenti que j'appartenais à une catégorie exceptionnelle de Juifs. La seule génération de Juifs qui avait vu la pire menace s'abattre sur les Juifs, la Shoah, et la seule génération de Juifs qui avait vu la résurrection d'un État juif après 19 siècles de disparition. Cela m'obligeait, en France, m'était indispensable de déterminer qui avait été les victimes. Je ne pouvais pas les abandonner dans la poubelle de l'histoire. C'était un absolu. De même qu'il m'était indispensable de découvrir et de révéler la vérité sur les responsabilités des uns et des autres dans cette tragédie, d'écrire cette histoire de la Shoah en France, de faire juger et condamner les bourreaux. Ma femme, elle, est entrée dans l'histoire en giflant un chancelier allemand au passé nazi et en donnant le signal en 1968 d'une véritable dénazification de l'Allemagne. Elle a toujours agi en tant qu'Allemande. Nous avons défendu les causes et les valeurs qui nous étaient chères et toujours sur place. Dans les États arabes, à Damas, à Beyrouth, à Téhéran aussi, dans les dictatures, dans toutes les dictatures d'Amérique du Sud, la Bolivie, l'Argentine des colonels, l'Uruguay, le Paraguay, dans les pays communistes, à Varsovie, à Prague. Nous avons connu beaucoup d'aventures, connu beaucoup de péripéties, survécu à plusieurs attentats. Nous avons changé la mémoire de Vichy, fait juger devant le tribunal de l'histoire et devant celui des hommes, et Bousquet, Le Guet, Papon, Touvier, après avoir fait juger et avoir retrouvé les bourreaux en Bolivie, Klaus Barbie, le bourreau des enfants d'Isieux de Jean Moulin, et puis nous avons fait juger à Cologne les organisateurs impunis de la solution finale en France, les Allemands, les chefs SS, Lischka et Hagen. Nous avons publié de nombreux ouvrages de référence, le mémorial de la déportation des Juifs de France, Vichy-Auschwitz, le rôle de Vichy dans la solution finale de la question juive, le calendrier de la persécution des Juifs de France, les enfants d'Isieux, le mémorial des 11 400 enfants juifs déportés de France, l'album d'Auschwitz et beaucoup d'autres livres qui ont éclairé ce que fut le sort des Juifs de France. Alors, quel message vous transmettre, surtout aux jeunes, de ce qu'a été le passé et de ce qui pourra encore servir pour l'avenir? Vous devez d'abord savoir et vous souvenir, et je le dis surtout aux jeunes, qu'en France, où il y avait 300 000 juifs et un gouvernement collaborateur disposé à les livrer aux Allemands, 3/4 des juifs ont survécu. C'est le moins mauvais bilan de toutes les communautés juives importantes dans le monde. Pendant l'été 1942, 3 convois de 1000 juifs chacun partaient chaque semaine vers Auschwitz. Fin août 1942, les nazis ont exigé que la police française leur livrât un convoi de 1000 juifs par jour.
C'est alors que les prélats catholiques et les dirigeants de l'Église réformée ont protesté avec vigueur contre les mesures anti-juives, et en particulier Monseigneur Gerlier, archevêque de Lyon, primat des Gaules. Le 2 septembre 1942, quand le chef du gouvernement, Pierre Laval, a rencontré les chefs SS, il leur a dit « Ne me demandez plus de quotas de juifs. Je rencontre une opposition sans pareille de la part de l'Église et cette opposition est conduite par Monseigneur Gerlier. » Certes, il y a eu la célèbre lettre de Monseigneur Saliège, suscitée par une demande secrète du général de Gaulle, comme je l'ai révélé il y a quelques semaines. La lettre de Monseigneur Saliège a été largement diffusée, mais c'est la prise de position de Monseigneur Gerlier, lequel a non seulement pris la parole, mais qui a couvert l'opération de sauvetage d'une centaine d'enfants juifs arrêtés dans la région préfectorale de Lyon. C'est cette prise de position qui a été déterminante pour marquer un tournant. Désormais, les Français, conduits par leurs guides spirituels et moraux de l'époque, les évêques, et leurs lettres pastorales, et aussi par les valeurs républicaines de l'école laïque, les Français ont aidé les Juifs à survivre. Quant à l'antisémitisme, j'ai toujours pensé qu'on ne s'en débarrasserait pas. Il est irrationnel, obsessionnel et beaucoup plus que millénaire. Le judaïsme a tant apporté au christianisme et l'Inquisition brûlait les Juifs. Les Juifs ont tant apporté à la civilisation germanique et les SS martyrisaient les Juifs à Berlin et à Vienne. Les Juifs sont une minuscule minorité, 15 millions au total dans le monde, dont 7 en Israël, 7 en Amérique et 1 million en Europe, où ils étaient 9 millions en 1939. Au cours des siècles, les Juifs ont péri à cause de prétextes religieux, économiques et raciaux. Et désormais, une coalition d'islamistes et de militants d'extrême gauche refuse aux Juifs l'existence d'un État juif. Lutter contre l'antisémitisme implique de mettre en application, parmi aujourd'hui 8 milliards d'êtres humains, des valeurs de tolérance et d'humanité impossibles à appliquer tant qu'il y aura des inégalités profondes et des besoins primaires inassouvis dans la population mondiale. Et cela risque de durer très longtemps. Dans les défis et dans les épreuves qui les attendent, les Juifs ne pourront compter surtout que sur eux-mêmes et sur des alliances parfois solides, parfois fragiles, souvent imprévisibles. Il n'y a pas si longtemps, l'extrême droite était antisémite. Aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui a pris la relève. Dernier message aux jeunes, utilisez votre esprit critique, jugez par vous-même, avec votre conscience, une conscience nourrie par l'instruction que vous recevez. C'est vous, et vous seul, qui allez décider qui vous serez.